Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais revenir un petit peu sur la carrière d'un grand cinéaste qui était également poète, journaliste, écrivain, etc. Qui est Pier Paolo Pasolini. Alors Pier Paolo Pasolini, personnage extrêmement sulfureux, très intéressant, très intéressant par rapport à tout ce qu'il a pu évidemment faire comme film, qui était à la fois artistiquement magnifique et aussi d'une subversion et d'une radicalité par moments qui touchait à ça de manière incroyable. Il avait compris beaucoup de choses et il avait encore plus précisé ça dans ses écrits, et notamment dans les écrits corsaires dont je vais vous faire voilà un petit... alors non pas un résumé parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, hein, je ne suis pas non plus... un homme d'une immense culture et j'ai beaucoup de lacunes, mais je vais voilà essayer de vous parler un peu de ce que j'ai compris du personnage et de ce que je vois de réellement subversif dans son œuvre. Donc voilà, Pasolini, déjà, voilà, revenir un petit peu sur la carrière brièvement, mais c'est quelqu'un qui a commencé, je crois, en tant que scénariste, ou il bossait, je crois, pour Fellini, et puis il a été remarqué un petit peu par lui, et il s'est mis à faire des films dans les années 60, notamment ces deux premiers qui étaient Acatone et Mama Roma, qui dépeignaient en fait la vie un peu la perdition du prolétariat italien dans les années 60, avec l'arrivée de la modernité, des industries et la déshumanisation progressive et la défiguration progressive de l'Italie. Pasolini était en effet un homme de gauche, c'était un progressiste, c'était un homosexuel revendiqué, voilà, qui avait des idées, qui étaient vraiment pour le progrès, qui était vraiment communiste, homme de gauche, mais au sens respectable du terme, dans le sens qu'il n'était pas, contrairement à 99% des gens revendiqués de gauche d'aujourd'hui, ce que j'appelle des gauchistes. C'est-à-dire des gens qui n'ont de gauche finalement que l'apparence et le costume. Et notamment depuis la grande trahison de la gauche des années 80. Voilà, moi personnellement, je viens d'un milieu de prolétaires, ouvriers et petits artisans, français et portugais, et du fin fond de la campagne française, et très clairement ma famille, mon entourage, même s'il y a des gens évidemment toujours de gauche, ne votent plus à gauche depuis les années à peu près les années 80, à cause de toutes les trahisons qu'il y a eu, toutes les trahisons et toutes les soumissions finalement que la gauche a eu par rapport au capital, voilà. Mais bon, ça on est un peu hors sujet, mais c'est vraiment pour expliquer que Pasolini c'était quelqu'un qui me touche aussi particulièrement parce qu'il avait compris ça, et finalement dans ses écrits ou dans ses films, il nous dit parfois qu'il se sent plus proche finalement d'un paysan arriéré ou d'un policier qui n'est pas du bon côté de la raison, parce que simplement il est issu vraiment du prolétariat, il est fils de pauvres, et sont des milieux pauvres, alors qu'il n'a de cesse de critiquer finalement l'intelligentsia prétendument de gauche, ou d'extrême gauche, et il se moque d'eux vraiment énormément, en comprenant qu'il s'agit bien souvent de petits bourgeois. Et donc ça c'est extrêmement explicite dans les écrits corsaires. Et donc voilà, il y a aussi voilà, dans ces films et dans ces écrits vraiment une dimension politique de l'Italie de l'époque. Et bon, en tout cas, par rapport à ces premiers films, Acatone et Mama Roma, je vais essayer de reprendre les choses un petit peu dans l'ordre, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais globalement, ce qui me frappe quand je vois ces films, c'est vraiment, voilà, Pasolini était quelqu'un qui critiquait énormément la modernité, et en fait il affirmait que c'était évidemment un antifasciste, mais dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire que contrairement à 99% encore des gens, je le répète aujourd'hui, il n'attaquait pas le fascisme mussolinien, contrairement à ce que font les gens aujourd'hui, il avait compris en fait que le fascisme, en fait que
ça avait muté, le fascisme avait muté, que le vrai fascisme, en fait, ce n'était pas le fascisme mussolinien, qui n'avait en fait pas détruit grand-chose de l'Italie, mis à part en apparence. Il avait imposé les choses par la force en apparence, mais ce que n'avait pas réussi à faire justement le fascisme de Mussolini, la société de consommation, ce qu'il appelle en fait le vrai fascisme, la société de consommation, la dictature de la marchandise, en gros le capital, avait réussi comme ça de manière insinueuse, progressive, en distillant du poison progressivement, avait transformé la société italienne et même mondiale, mais là on va vraiment se focaliser sur l'Italie, vraiment au plus profond des choses. C'était son grand discours, c'est qu'il disait que finalement le fascisme c'était la société de consommation et que tout avait un rapport de consommation. Mais en ça, il était évidemment très marxiste, il avait énormément lu Marx. Et moi qui m'intéresse aussi beaucoup à Marx, alors je suis un lilliputien, hein. Je ne fais ce n'est qu'un début pour moi, hein, mais il avait compris beaucoup de choses par rapport au fait que le capital était en fait le grand destructeur finalement des particularismes régionaux, paysans, prolétaires, etc., ouvriers, et que c'était en fait l'avènement de la marchandise et cette espèce d'obligation à y adhérer qui était le grand ennemi finalement. Et c'est ce que la gauche n'avait pas compris. C'est souvent, c'est pour ça qu'il a été critiqué à la fois évidemment par la droite et par l'extrême droite, mais aussi énormément par la gauche et par l'extrême gauche, parce que il était vraiment d'une radicalité dont peu de gens pouvaient se prétendre. Et ça lui a valu beaucoup d'ennuis jusqu'à sa mort, évidemment. Donc je vais vous parler aussi, donc parce qu'il a été beaucoup trop radical et il a balancé beaucoup trop de choses. Mais donc voilà, donc ses premiers films, ça dépeint vraiment une Italie. Une Italie qui lui, il voit comme quelque chose de beau à travers les petites gens, les régionalismes, l'Italie, etc. À travers sa mise en scène, il nous fait comprendre que finalement, le globalisme, le béton, les structures comme ça, froides et mortes, arrivent en Italie. Il y a notamment ces plans que je trouve formidables, où il filme ces personnages qui errent comme ça dans des espèces de terrains vagues avec des anciennes, on va dire, des anciens monuments détruits, des morceaux de monuments, des morceaux comme ça de monuments traditionnels détruits par le temps, où ces personnages-là progressent et vivent, et derrière ça, il y a dans le fond de ces espèces de ruines, en fait, voilà, c'est le mot que je cherchais, les ruines de l'ancien temps. Il y a la ville, l'industrialisation de l'Italie, le béton qui est derrière et qui écrase comme ça l'individu et qui détruit la beauté, enfin en tout cas une forme de beauté visuelle, culturelle, etc., de l'Italie de l'époque, à travers, comme j'ai dit, les ruines, l'histoire, la culture, les régions, les langues, etc. Et qu'en fait, le monde industriel uniformise tout et écrase à la fois les individus, écrase la beauté des paysages, les particularités, etc. Donc c'est très intéressant déjà visuellement. Et puis après, évidemment, il y a tout un tas de films. Alors, je vais pas tous les citer. Il en a fait, voilà, il en a fait énormément. Dans cette espèce on va dire son amour pour le prolétariat, pour les paysans, pour le petit peuple, il y a effectivement, moi, je trouve un film formidable qui s'appelle La Ricotta, qui est un court-métrage avec Orson Welles, qui est une comédie, mais à la fois un peu dramatique aussi, parce que ça finit très mal, mais qui, je pense, si vous le regardez, ça dure 40 minutes, c'est encore en salle, d'ailleurs, je crois, là, actuellement, il y a la rétrospective Pasolini, là, à Paris, j'ai oublié de le dire, mais où il repasse tous les films, notamment dans un cinéma qui s'appelle Le Champeau, vers le quartier latin, où voilà, vous pouvez voir pas mal de ces films, donc n'hésitez pas à aller les voir, c'est vraiment, vraiment une filmographie passionnante. Et donc la Ricotta, dans cette peinture finalement du prolétariat écrasé par le pouvoir, c'est assez fantastique, puis c'est assez drôle aussi, voilà, c'est à la fois, ça vise juste, en fait, à chaque fois, c'est à la fois drôle, et c'est vrai, il y a vraiment beaucoup de fond.
Et on va retrouver aussi cette thématique du pouvoir, de la critique du pouvoir tel qu'il de n'importe quelle forme qu'il soit, en fait, à travers beaucoup de ces films, cette envie que les humains ont de vivre, en fait, la vraie vie humaine aussi, voilà, pareil, qui est très marxiste. Euh, et euh, mais donc voilà, donc il y a plein de films passionnants. C'est quelqu'un qui, je peux aussi citer l'Évangile selon saint Matthieu, qui est en fait, bah voilà, Pasolini avait aussi compris très rapidement le lien qu'il y avait entre finalement le Christ et Marx, en fait, et donc la pensée chrétienne et la pensée communiste, mais la vraie, hein, pas la pensée bolchevique, hein, évidemment, la pensée communiste au sens radical, le lien entre les peuples de la tradition primordiale, de la communauté de l'être, puis ensuite la radicalité d'un Jésus-Christ face aux marchands du temple, face à l'affront qu'il a fait au capital, à la dictature du marché, etc., dans un monde de traditions falsifiées, dégradées. Voilà, Jésus est arrivé avec une radicalité profonde, profondément humaine, ce que les gens de gauche aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre, la radicalité du Christ. Le Christ n'est pas une figure finalement ni de droite ni de gauche, c'est quelqu'un qui transcende absolument tout ça. Et Pasolini l'avait très bien compris dans ce film-là, donc également, et il avait vraiment voilà compris ce lien entre ces traditions primordiales de la communauté humaine et puis les actes et la radicalité du Christ jusqu'à Karl Marx et la pensée communiste finalement qui arrive dans l'époque moderne et qui critique l'époque moderne et jusqu'à lui, voilà, jusqu'à ses pensées à lui et le monde qu'on connaît depuis lui aujourd'hui, le monde des années 60, 70, enfin le monde d'après-guerre en gros. Et donc il avait aussi compris ça et donc c'est ça, pareil, c'est très radical et c'est quelque chose qui à gauche n'est plus du tout compris aujourd'hui et d'ailleurs n'était même pas vraiment compris à l'époque. Je crois que Pasolini était critiqué aussi par la gauche institutionnelle de l'époque également. Et il le trouvait beaucoup trop radical et critique envers eux. Il faisait partie du Parti communiste à une époque, puis il en est parti, puis finalement il était attaché à l'idée de ne faire partie d'aucun parti. Il était vraiment on va dire politiquement, enfin dans le sens idéologiquement et vraiment de gauche, de radical, mais il ne faisait partie d'aucun clan en fait de gauche en fait. En réalité, il avait ce qu'il appelait des compagnons de route, mais il avait dépassé aussi tous les partis et dépassé la gauche institutionnelle. Et ça aussi, je trouve que c'est brillant et c'est quelque chose que je respecte aussi énormément. Et donc voilà, donc là je mélange un peu tout, mais il y a les films, en même temps il y a aussi les écrits qu'il a fait qui se retrouvent dans les écrits corsaires, où il a effectivement compris l'arnaque de la gauche institutionnelle de l'époque, qui ne visait finalement qu'à... Et d'ailleurs, ce qui se perpétue encore aujourd'hui, Pasolini par exemple, voilà, comme je vous l'ai dit, comprenait... Enfin, avait un amour pour le peuple, pour le prolétariat, pour les petites gens, y compris pour les gens qui n'avaient pas fait le bon choix de son point de vue à lui. Et il était parfois plus fraternel avec des gens qui ne pensaient pas comme lui, mais qui venaient d'un monde justement primordial, paysan, avec des spécificités culturelles, etc., qu'il considérait comme étant plus vivant que n'importe quel bourgeois de gauche 68 art qui prétendait avoir la morale et la bien-pensance et la bonne pensée, on va dire ce qu'on appelle les bien-pensants, alors qu'en fait ce n'était qu'une bien-pensance et une pensée vraiment un uniforme, une apparence. Ce n'était que finalement quelque chose qui était présent au niveau de la forme, pas au niveau du fond. Donc voilà, il y avait ça, ce rapport très intéressant et aussi très radical et qui n'était pas du tout bien vu à l'époque. Et donc je vous invite à lire vraiment les écrits corsaires parce que j'en parle peut-être de manière un peu approximative et comme ça avec un peu d'émotion. Moi, c'est vrai que moi qui viens d'un milieu vraiment populaire et de prolo, bien que ne faisant pas partie vraiment d'aucun groupe politique quel qu'il soit, que ça soit d'un côté ou d'un autre, voilà, la figure de Pasolini me touche beaucoup à ce niveau-là.
Et puis aussi, donc là je vais arriver un peu à la fin de sa vie, parce qu'il faut savoir qu'il a fini de manière, enfin il a été assassiné de manière absolument horrible, vraiment il a été massacré, hein, ça a été un massacre vraiment immonde. Il a été retrouvé sur une plage d'Italie en 75-76, je me souviens plus. Et il a été vraiment massacré, mais apparemment il y a alors il y a beaucoup eu de rumeurs à l'époque qui disaient que c'était un fasciste qu'il avait massacré, puis finalement après on s'est rendu compte que c'était peut-être un homosexuel jaloux qui lui avait donné rendez-vous, puis finalement après plus on creuse, plus on se rend compte qu'il disait des choses tellement radicales, qu'il connaissait tellement de choses, que je vous rappelle c'était un journaliste et quelqu'un qui enquêtait, donc en fait il savait énormément de choses, et il allait, je pense, balancer beaucoup de choses, notamment à travers un film dont je vais vous parler là en guise de conclusion, qui est évidemment le premier film que j'ai vu de lui, qui était Salo et les 120 journées de Sodome, qui est vraiment son film le plus radical, un film d'une justesse et à la fois d'une horreur absolue, que beaucoup de gens, encore une fois, n'ont pas compris, notamment les gens de gauche, qui font vraiment une fixette sur l'antifascisme mussolinien, alors qu'en réalité, dans ce film, Pasolini, bien qu'il, évidemment, il critique évidemment le fascisme mussolinien, mais ce serait difficile de ne pas le critiquer, et il part de ça au début du film, et progressivement, au fur et à mesure du film, on se rend compte qu'il ne critique pas uniquement le fascisme mussolinien. En fait, il critique, comme il le dit, le fascisme, ce nouveau fascisme que personne ne voit, que personne ne comprend, y compris encore même aujourd'hui, hein, 50 ans après sa mort, qui est en fait la société de consommation, le capital. Il y a vraiment au début du film, on comprend, il nous montre, alors en gros pour vous faire, simple, c'est l'histoire horrible d'une espèce de caste de la bourgeoisie fasciste ça se passe juste après la guerre, je crois, et dans une espèce de république fantoche. Des jeunes d'un village sont kidnappés, sont torturés, sont violés pour le simple plaisir de ces élites. Et d'ailleurs, ça fait beaucoup penser à ce qui se passe actuellement, les choses qui ressortent avec les élites mondialistes d'aujourd'hui, la pédocriminalité sataniste de réseau. Et d'ailleurs, dans ce film-là, Pasolini, à un moment donné, il fait des scènes vraiment qui référencent à ça, vraiment, il part vraiment de l'élite fasciste bourgeois, et puis progressivement il nous amène vers autre chose, il nous dit que finalement toutes les formes de pouvoir, et que la bourgeoisie mute, en fait, en quelque sorte, elle s'adapte systématiquement, la classe capitaliste s'adapte systématiquement, en fait, au monde, en perpétuel changement historique, et qu'en fait, elle devient même de pire en pire, et qu'elle ne change pas, et qu'en fait, le pouvoir reste finalement de main en main comme ça à travers le temps, et à la fin il y a clairement des scènes où les mecs sont déguisés en femmes, où les mecs sont déguisés en espèces font des espèces de rituels sataniques, habillés en démons comme ça, avec des cornes. Donc clairement, on est vraiment là-dedans. On est vraiment contre les élites globalistes, mondialistes. Voilà, la pédocriminalité sataniste de réseau, toutes les enquêtes qu'il y a eu. Voilà, voilà, ça c'est des trucs très sombres, hein, de l'histoire de nos sociétés actuelles, mais c'est quelque chose que Pasolini en fait avait compris. Et apparemment, de ce que j'ai compris aussi, c'est que il est mort, je crois, avant la fin du tournage. Il devait tourner une scène ou une dernière demi-heure, je sais plus, qui allait dire beaucoup plus de choses sur ça, qui allait être encore plus radical, et apparemment il est mort avant. Alors est-ce que ce serait, voilà, est-ce qu'il aurait été assassiné par rapport à ça? Bon, ça, on n'en sait jamais, c'est que des spéculations, on saura jamais vraiment, ou alors on saura ça de manière très tardive. En tout cas, il était lié à tout ce qui agitait l'Italie à cette époque-là, les réseaux Gladio, la loge P2, les choses comme ça. Il faut savoir que l'Italie, c'est comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, avec le genre du poliziotesco, qui est aussi un genre passionnant pour ça, c'est que l'Italie était vraiment en proie à des complots politiques, à des luttes politiques vraiment très compliquées, hein. Même moi, j'ai pas tout compris, hein. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Puis moi, l'histoire de l'Italie, je la connais pas trop, mais en gros, voilà,
il y avait des ingérences américaines, évidemment, comme d'habitude, de l'OTAN, de la CIA, qui se servaient à la fois de la gauche, à la fois de l'extrême gauche pour faire des attentats, et puis aussi de la droite et de l'extrême droite pour pratiquer une politique autoritaire, etc. Donc encore une fois, effectivement, voilà, toutes ces choses-là sont des espèces de pourriture. Alors après, si vous avez vraiment envie de vous plonger là-dedans, c'est quelque chose de très 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 sombre et de très 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 cruel. Et ça vous fera pas passer de bonne nuit, on va dire, si vous vous attaquez là-dedans. Alors après, ça voilà, c'est vraiment pour la radicalité de ce qui était Pasolini, pour comprendre pourquoi il disait ça dans ses films, pourquoi il disait ça dans ses écrits, pourquoi est-ce qu'il est mort. Ça parle vraiment de ça. Après, si vous voulez vraiment rester sur le personnage en lui-même, on va dire l'artiste, voilà, là je vous ai parlé vraiment d'un point de vue politique, mais si vous voulez vraiment rester sur l'artiste, c'est un très très grand réalisateur, hein, vraiment. Alors effectivement, c'est pas à proprement parler sur ma chaîne à moi ce que j'appellerais du cinéma vraiment héroïque, hein, bien au contraire, c'est quelqu'un qui ne pratique pas justement moi j'aime bien quand il fait des films entre guillemets, quand il reprend des films des héros, on va dire, quand il fait des films vraiment de gauche, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que j'aime beaucoup La Ricotta, les films sociaux en fait, des vrais films sociaux, c'est-à-dire La Ricotta, Des oiseaux petits et gros, Akhaton, Mama Roma, voilà tous ces films-là, parce que, ou le Décaméron aussi, parce que il y a une vraie critique du pouvoir, et il y a vraiment cet amour pour le peuple, pour les gens, pour l'humain, et pour l'émancipation, la vraie émancipation de l'humain. Donc j'aime beaucoup quand il fait ça. Et aussi j'aime beaucoup l'évangile selon saint Matthieu, parce qu'il a réellement compris à travers le Christ ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il a compris que le Christ c'était ça, c'était cette radicalité et ce retour à l'humain. Et ce retour à cette nature humaine et à la vraie vie humaine. Alors je sais que c'est des concepts, tout ça, c'est des trucs un peu que je brasse dans tous les sens, mais en gros j'aime bien quand il fait des films vraiment, on va dire, radicaux comme ça. Et j'aime un peu moins les films comme Oedipe Roi, bien que bon celui-là ça va, je l'aime quand même assez, mais ou Médée, qui sont en fait qui reprennent vraiment des figures là qui, en gros, je préfère quand il nous fait quand il fait des films dans un monde contemporain ou qui ont des résonances avec le monde contemporain, et je n'aime pas trop quand il s'aventure dans des, on va dire, dans une peinture de monde traditionnel et de mythologique, etc. Parce que moi, par exemple, à titre personnel, je préfère voir des films sur la mythologie, sur la tradition, qui sont vraiment faits par des mecs plus de droite, c'est-à-dire qui ont ce sens vraiment de la chevalerie, de l'honneur, et qui y croient, même si c'est pas forcément quelque chose qui était vrai. Mais d'un point de vue cinématographique, ça m'intéresse plus. J'ai besoin de rêver, j'ai besoin de croire que les héros, que les chevaliers, que la morale, la parole donnée existe. Voilà, l'amour courtois, la chevalerie, etc. Toutes ces choses-là, le samouraï, le code d'honneur, etc. C'est des choses auxquelles j'ai envie de croire. Donc évidemment, Pasolini qui lui critique vraiment de manière radicale toutes les formes d'oppression à travers l'histoire et toutes les formes de pouvoir, ben, il va forcément critiquer le monde traditionnel profondément, mais c'est normal, c'est la radicalité qu'il exprime à travers sa pensée. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien aussi de manière, on va dire, fictionnelle, hein, la peinture d'un monde traditionnel qui respecte, en fait, en gros, la tradition. Je trouve ça plus beau, et c'est plus des histoires et des mythologies et des contes de fées, on va dire, et c'est des choses on va dire, ce sont des espèces de catharsis, des trucs qui nous transcende. C'est pas forcément vrai, ça n'a pas forcément été vrai tout le temps, ça a été vrai parfois, mais en tout cas, on a besoin un petit peu de rêver, d'y croire, et moi, j'aime bien quand, voilà, un film de chevalier ou un film sur la mythologie grecque fait vraiment respecte le sens traditionnel et la raison pour laquelle ça a été fait, même si ça a été fait à des fins toujours peut-être d'aliénation, de pouvoir, du monde traditionnel dégradé, etc. Mais en tout cas, je préfère ça. Donc je préfère les films finalement, comme ceux que je vous ai cités, etc. Et en termes de radicalité, vraiment, Salo évidemment est le film le plus radical qui lui a valu
évidemment la mort, et qui est vraiment c'est à la fois un des pires films du monde et un des meilleurs films du monde, dans le sens où vraiment il n'y a c'est-à-dire qu'on a une peinture vraiment de la classe capitaliste et de la bourgeoisie au pouvoir la plus dégueulasse, à travers le fascisme, et puis ensuite les espèces d'élites comme ça, bourgeoises, qui n'ont pas de frontières finalement, qui ne sont à la fois ni italiens ni rien du tout, ce ne sont même plus des humains. Et d'ailleurs la manière dont ils violent ces jeunes dans les films, dont ils abusent d'eux, etc., c'est aussi un rapport à la consommation et au fait que l'être humain devient pour ces gens-là une simple marchandise, corvéable à merci, et dont ils peuvent absolument tout faire. Ils peuvent les torturer, les violer, les tuer. Ils les considèrent plus comme des humains, et donc ils perdent leur humanité aussi à leur tour. Ce ne sont plus des humains, c'est vraiment, il y a un rapport. Si on était, si j'étais, d'un point de vue religieux, ce sont des démons. D'un point de vue matériel, ce sont des robots, voilà, peut-être. C'est-à-dire des gens complètement déshumanisés, et qui considèrent l'être humain comme une simple marchandise. Donc vraiment, dans Salo, il y a vraiment l'apothéose de ce qu'il voulait dire, de sa radicalité. Personnellement, j'ai emmené ma copine le voir. Elle ne connaissait évidemment pas du tout les films de Pasolini, elle connaît très peu le cinéma italien, etc. Et il a trouvé le film formidable, hein, vraiment, vraiment d'une cruauté et vraiment d'une radicalité profonde. Et donc j'incite vraiment les gens à vous pencher sur à la fois donc Pasolini d'un point de vue artistique avec les films, mais aussi, et encore une fois, je pense que c'est beaucoup plus intéressant en fait avec le cinéma italien, que je vais aborder là dans les prochaines vidéos. Là je vais aborder beaucoup le genre que je préfère le plus, évidemment, qui est un genre un peu hybride, parce que ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas une mythologie italienne, c'est une mythologie américaine, qui est le western spaghetti. D'ailleurs, Pasolini a joué dans un western spaghetti qui s'appelle Requisant aussi. Et donc, c'est toujours intéressant par rapport au cinéma italien, je trouve, de connaître un petit peu l'histoire de l'Italie, la radicalité de ses réalisateurs. C'était vraiment une période, les années 50, en fait les années après-guerre en Italie, la transformation de l'Italie, les conflits politiques, comme j'ai dit, c'est vraiment ultra intéressant. Si vous êtes, et c'est encore plus intéressant de voir le cinéma italien à l'aune de ça, c'est-à-dire que c'est pas uniquement sur les figures mythologiques avec le western, la critique de ces mêmes figures avec avec l'arrivée de plus en plus profonde et nombreuse des communistes en Italie, qui affrontaient les néofascistes, etc. Donc c'est vraiment voilà, à la fois un cinéma intéressant sur la forme, mais aussi beaucoup sur le fond. Et donc j'incite les gens à, si ça vous intéresse, hein, bien sûr, de vous pencher un petit peu sur les histoires compliquées de l'Italie de l'époque, qui sont vraiment passionnantes. Et je pense que la vision de ces films sera d'autant plus intéressante et lumineuse, et vous apprendrez beaucoup de choses sur ce peuple et sur vraiment l'âge d'or du cinéma de ce peuple. Là, vraiment, j'insiste, les années 50, 60, 70, je le répète encore, et Pasolini, voilà, fait partie de ces 30 années on va dire ces 30 glorieuses du cinéma italien. Après les années 80, ça commence un petit peu à partir en couille, mais même s'il y a encore plein de trucs complètement bis, très drôles, que j'aime bien aussi, mais voilà, les remous politiques, culturels, les changements qui secouait l'Italie à l'époque était vraiment à chaque fois dans les films présentés. C'était vraiment dans les films, dans les drames, dans les comédies, dans les drames sociaux, dans les westerns, dans les poliziotesco évidemment, après dans les films d'horreur, etc., etc. Il y a tout. C'est très intéressant de comprendre l'Italie. En plus, on est européen, on est français, c'est un pays assez proche, et je pense qu'on a beaucoup enfin, moi je trouve ça hyper intéressant. Alors après, peut-être que ça peut peut-être pas forcément vous intéresser, mais en tout cas, voilà, Pier Paolo Pasolini, donc voilà, artiste majeur et radical, d'un point de vue à la fois cinématographique et aussi politique, et même historique, culturel de l'époque.
Voilà, je vous laisse là-dessus. Comme je vous ai dit, je vais repartir encore là sur une vague de cinéma italien. J'ai plein de choses à dire. Parce que ça fait partie avec le cinéma, côté occidental, avec le cinéma américain, le cinéma français, le cinéma qui me fascine le plus, hein, voilà. Donc ça fait très longtemps que je voulais en parler sur ma chaîne. Je vais revenir avec avec du western spaghetti, peut-être du film de commando, du film de guerre, du polar, des drames aussi sociaux peut-être aussi, pourquoi pas, on verra. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.